Jeudi 11 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. On entame ce journal avec les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une séance de travail avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Les détails dans un instant. Afrique du Sud, Frédéric de Klerk n'est plus à l'âge de 85 ans. Il fut le dernier président avant la fin de l'apartheid. Soudan, un nouveau conseil de souveraineté a été nommé par le général Abdel Fattah el-Burhan. On en parle dans ce journal. Covid-19, 50 000 nouveaux cas en seulement 24 heures. L'Europe fait face à des contaminations records. Nous ferons le point sur la situation. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc présidé une séance de travail avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Une séance de travail au cours de laquelle il a donné ses directives et instructions pour élever le niveau d'efficacité du travail du corps diplomatique. La rencontre a été consacrée à l'incarnation de la nouvelle politique menée par l'État envers la communauté nationale à l'étranger qui vise à améliorer ses conditions dans les pays d'accueil ainsi qu'à consolider les liens sous toutes ses formes avec la patrie. Et on en parlait hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'ira pas à la conférence internationale sur la Libye, une conférence prévue demain à Paris. Pour rappel, cette décision a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. L'Algérie sera tout de même présente à cette conférence, une participation en réponse aux souhaits de la Libye. Plus de détails avec Safouane Ben Sabri. Après avoir reçu une invitation officielle de la part du président français Emmanuel Macron pour prendre part à la conférence de Paris sur la Libye, l'Algérie a répondu à l'invitation de Paris en indiquant que les conditions n'étaient pas encore réunies pour la présence du président Abdelmadjid Tebboune. Ce sont là les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. L'Algérie a pris la décision de prendre part à la conférence sur la Libye avec un représentant. Pour le président de la République, les conditions n'étaient pas encore réunies pour qu'il puisse être présent personnellement à cette conférence. Le président Abdelmadjid Tebboune démontre à chaque fois tout son intérêt qu'il porte à la Libye, de son souci de voir les frères libyens œuvrer ensemble pour le renforcement de la cohésion nationale du peuple libyen. Rappelant que le président français a déclaré que l'État algérien était inexistant avant la colonisation française, que l'Algérie était un système politico-militaire qui entretenait une rente mémorielle, que l'État falsifie l'histoire officielle et qu'il ne s'appuyait pas sur des vérités historiques qui en réalité ne desservent pas la France. C'est aussi dans ce contexte que la France a divisé par deux le nombre de visas accordés aux Algériens, une énième provocation pour Alger dans un contexte de campagne électorale où l'extrême droite gagne de plus en plus d'influence dans la scène politique française. Ces sorties répétées du président français ont agrandi le fossé diplomatique entre Alger et Paris, sorties auxquelles le président Abdelmadjid Tebboune a répondu en affirmant qu'il ne fera pas le premier pas en direction de la France. Rappelons-le, l'ex-ministre libyenne des Affaires étrangères Nedjla El-Mengouche a été suspendue de ses fonctions samedi dernier. Elle fait l'objet d'une enquête pour violation administrative. El-Mengouche a été soumise à une interdiction de voyager jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Elle ne sera donc pas présente à la conférence internationale sur la Libye prévue demain à Paris. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a fermement condamné la campagne menée par le Maroc qui est en faveur de l'octroi à l'entité sioniste du statut d'observateur à l'Union africaine. Mohamed Amin Aberkan. La campagne menée par le Maroc en faveur de l'octroi à Israël du statut d'observateur à l'Union africaine. L'Algérie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, la condamne fermement. Des pays arabes et africains, membres de la Ligue arabe et de l'Union africaine, de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte, ont été contre l'octroi du statut d'observateur à Israël, à l'exception du voisin de l'Ouest qui mène une campagne féroce en faveur de ce statut. Critiquant la décision du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'accorder ce statut à Israël,
Le ministre algérien des Affaires étrangères a indiqué que ce dernier n'avait pas le droit de mettre en péril l'unité de son organisation sur une question politiquement sensible sans le bénéfice de consultations préalables. C'est la mécanique institutionnelle qui est un facteur important. Il s'agit d'Israël dont le comportement n'est pas conforme aux buts et principes de l'Union africaine, a-t-il soutenu. Le chef de la diplomatie algérienne a salué l'attitude des pays africains comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tanzanie et la Namibie qui se sont tous opposés à l'octroi du statut d'observateur à Israël. Lorsqu'on regarde les choses objectivement, on se réjouit qu'au sein de l'Union africaine, il y ait un tel niveau de maturité, une telle réceptivité au bon sens commun et politique qui fait que nous défendons notre organisation continentale parce que nous voulons qu'elle soit indépendante, a déclaré Ramtal Lamamra. Il invite ces pays à continuer à faire tout ce qui est possible pour promouvoir les intérêts légitimes des peuples africains. Les intérêts légitimes ne peuvent être promus de manière efficace que dans l'unité du continent, a-t-il signalé. Notons que le reproche qui est fait à Moussa Faki est d'avoir perdu de vue le fait que l'intérêt suprême de l'organisation et son unité ont été mis à rude épreuve. Concernant le prochain sommet des chefs d'États africains en février prochain, qui devra revenir sur la question de l'octroi du statut d'observateur à Israël, Ramtal Lamamra dit compter sur la sagesse collective pour trouver la voie qui va permettre de protéger et préserver l'unité de notre continent et l'efficacité de notre organisation. En Afrique du Sud, le dernier président avant la fin de l'apartheid, Frédéric de Klerk, n'est plus à l'âge de 85 ans. Il avait obtenu le prix Nobel de la paix qu'il avait d'ailleurs partagé avec Nelson Mandela en 1993. Il fut à la tête du pays de 1989 à 1994, assurant la transition du régime ségrégationniste de l'apartheid vers une Afrique du Sud démocratique. Au Soudan, un nouveau conseil de souveraineté a été nommé par le général Abdel Fattah el-Burhan. Cet organe chapeaute la transition dans le pays depuis la chute en 2019 du dictateur Omar el-Béchir. Pour rappel, le général Burhan avait mené un coup d'État le 25 octobre dernier. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a rappelé la Russie à aider son pays pour assurer sa sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Le ministre Abdoulaye Diop est en visite en Russie actuellement. Il a ajouté que cette coopération entre la Russie et le Mali vise à soutenir la capacité de défense du gouvernement malien face à la menace terroriste qui se maintient. On l'écoute à ce propos. Nous sommes là aussi pour pouvoir vraiment trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération, surtout sur les questions de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali, en tant qu'État, est en train de se battre pour sa survie, parce que il y a des plans de partition du Mali qui existaient depuis longtemps, et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri. L'Iran hausse le ton. Le chef de la branche aérospatiale des gardiens de la Révolution a affirmé que l'Iran aura le dernier mot si l'entité sioniste décide de déclencher une guerre. Pour rappel, Téhéran a toujours nié chercher à se doter de l'arme atomique et avait mis en garde en octobre contre toute aventure militaire visant son programme nucléaire. En Palestine, les citoyens attendent la réouverture d'un consulat américain chargé des affaires palestiniennes. Une réouverture qui a été prévue à Jérusalem-Est. Il a été fermé par Donald Trump. Le président américain Joe Biden s'est engagé à le rouvrir. De son côté, l'État sioniste s'y oppose. D'après le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh, Washington n'a pas besoin du feu vert d'Israël. Le Premier ministre palestinien souhaite également que Washington fasse pression sur l'État sioniste pour mettre un terme à la colonisation. La Biélorussie, accusée d'orchestrer une crise migratoire à sa frontière avec la Pologne, menace d'interrompre les livraisons de gaz transitant sur son territoire. En cas de mesures punitives, Loukachenko évoque la possibilité de fermer la vanne du gazoduc Yamal Europe qui achemine du gaz russe en Allemagne et en Pologne. Emel Mzien Zitouni.
La crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie bat son plein. Cette dernière menace de riposter à d'éventuelles sanctions européennes en interrompant les livraisons de gaz transitant sur son territoire. Cette menace du président biélorusse Alexandre Loukachenko fait grandir l'inquiétude de l'Europe, vu qu'elle surgit au moment où les pays européens sont confrontés à la flambée des prix du gaz pour cause de pénurie. Les efforts diplomatiques s'intensifient au moment où plus de 3000 migrants souffrent des conditions de vie auxquelles ils sont confrontés à la frontière, notamment supporter les températures proches de 0 degrés Celsius. De son côté, l'Union européenne accuse la Biélorussie d'être responsable d'un trafic de vie humaine en attirant des migrants désespérés à la frontière polonaise. La Biélorussie rejette ces allégations et accuse les Européens de bafouer les droits de l'homme. Quant au Premier ministre polonais qui avait accusé mercredi le régime de Loukachenko de terrorisme d'État, a estimé jeudi que son pays était la cible d'une guerre d'un genre nouveau. Varsovie affirme que les forces de sécurité bélarusses ont recours à l'intimidation pour forcer les migrants à entrer sur le territoire polonais, notamment en tirant des coups de feu en l'air. Minsk soutient en retour que les gardes frontières polonais violent les normes internationales en refoulant les migrants avec violence. L'Union européenne a appelé mercredi la Russie, principal soutien de Minsk, à intervenir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dénonce une campagne anti-bélarusse. La situation suscitant l'inquiétude croissante de la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher sur ce dossier. Covid-19, 50 000 nouveaux cas en seulement 24 heures. On observe une 4e vague pour certains, une 5e pour d'autres. L'Europe est touchée en plein fouet. Des contaminations records, des mesures ont été prises par plusieurs pays. Les détails avec Naïla Hamouda. L'Allemagne fait face à une flambée inquiétante de contamination au Covid-19. Plus de 50 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés et 235 morts recensés en seulement 24 heures. Les hôpitaux se retrouvent de plus en plus sous tension. Cette 4e vague pourrait être la pire depuis le début de la pandémie, alors que quelques 70% de la population adulte est vaccinée. Un scénario qui risque de se répéter dans d'autres pays européens. Avec 8000 nouvelles infections par jour en moyenne, la Belgique retrouve un rythme de propagation du virus qui n'avait plus été atteint depuis un an. En Autriche, le pays le moins vacciné d'Europe occidentale, fait face lui aussi à une hausse de cas de contamination. Après un nouveau record de 10 000 nouvelles infections, le pays durcit ses mesures sanitaires. Désormais, un pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux endroits publics. La Grèce n'est pas épargnée, la situation redevient compliquée. Plus de 8500 nouveaux cas les dernières 24 heures, un nouveau record depuis l'apparition en février 2020 de la pandémie dans le pays, où les hôpitaux commencent de nouveau à être débordés. 2 mois seulement après avoir abandonné les mesures contre le Covid-19, le Danemark rétablit le passeport sanitaire. Plus de 85% de la population de plus de 12 ans ont reçu un vaccin. Le nombre quotidien dans le pays n'a pas cessé d'augmenter pour atteindre plus de 2000 patients contaminés ces derniers jours. La France, quant à elle, se prépare à une 5e vague. COP26, au moment où l'ONU en attendait plus de cette rencontre, les États-Unis et la Chine s'engagent à renforcer leurs efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une décision saluée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Retour sur cet accord, surprise avec Imen Merad. Les plus gros émetteurs mondiaux de dioxyde de carbone, la Chine et les États-Unis, ont dévoilé ce mercredi un accord portant sur les émissions, dans l'optique d'intensifier leur coopération dans la lutte contre le changement climatique et préserver les négociations de l'ONU sur le climat. L'accord consiste à réduire les émissions de méthane en procédant à la suppression progressive de la consommation de charbon et à la protection des forêts. Le délégué américain pour le climat John Kerry et son homologue chinois Shi Zhanhua ont annoncé l'accord cadre lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse. Après 11 jours de pourparlers sur les enjeux climatiques à Glasgow, quelques accords ont vu le jour en matière de lutte contre le réchauffement climatique, notamment la déforestation, la réduction des émissions de méthane. L'Inde a quant à elle annoncé contre toute attente l'augmentation de ses ressources en énergie renouvelable afin de produire 50% de son énergie d'ici 2030. Même si les annonces semblent prometteuses, leurs réalisations peuvent être remises en cause. Les pourparlers vont se poursuivre jusqu'au 12 novembre prochain. Les plus grandes puissances mondiales devront concrétiser leur financement de pertes et atteintes
tel que consigné dans l'accord de Paris, pour maintenir l'objectif de 1,5 degré d'ici 2050. Et direction le Nicaragua, où les élections générales ont débouché sur la victoire du président sortant Daniel Ortega. Il était au pouvoir à Managa depuis 14 ans. Retour avec notre journaliste Sofiane Baloudi sur le climat électoral dans ce pays d'Amérique centrale et sur les principaux enjeux de ce scrutin capital. Les résultats préliminaires des élections générales qui ont été célébrées le 7 novembre dernier au Nicaragua donnent le président de la République sortant Daniel Ortega nettement vainqueur du scrutin présidentiel. Selon les chiffres présentés par le Conseil électoral suprême, le taux de participation a atteint 65,23% des inscrits. Le président Ortega, au pouvoir à Managua depuis 14 ans, a obtenu plus de 75% des voix exprimées, pendant que son parti, le Front sandiniste de libération nationale, FSLN, a pu rafler la majorité absolue des sièges parlementaires. Le parti présidentiel a pu également envoyer 20 députés siéger au Parlement centra-américain. Daniel Ortega, leader du FSLN et figure de la révolution nicaraguayenne, a déclaré à propos de l'importance de ce rendez-vous démocratique capital. Nous sommes en train d'organiser ces élections et il faudra se décider. Pour le terrorisme, la confrontation et la guerre, ou alors pour la paix. C'est ce qu'a affirmé le mandataire de 75 ans, leader de ce pays d'Amérique centrale. Il est à noter que ces élections se sont déroulées dans un calme relatif, contrairement à ce qui était annoncé par les observateurs et par la grande presse occidentale. Pour le moment, peu d'incidents sont à signaler et les résultats définitifs seront proclamés officiellement le 15 novembre prochain. Si l'Union européenne et les USA ont rejeté, en le discréditant le scrutin, pour motif, je cite, de pression exercée par le pouvoir sur l'opposition, les pays d'autres blocs et de multiples organisations internationales ont envoyé des observateurs sur place. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a déclaré pour sa part: les élections se sont déroulées de manière organisée et avec le respect de la législation nicaraguayenne, ainsi que celui des règles épidémiques imposées par le Covid-19 et une participation citoyenne significative. Rappelons que le Front sandiniste de libération nationale est le mouvement politique qui avait conduit la révolution au Nicaragua en 1979. Cette organisation a pu déposer le dictateur Somoza en s'inscrivant dans la ligne des grands mouvements révolutionnaires du XXe siècle, avec comme filiation les voies suivies auparavant par la Russie, la Chine, le Vietnam, Cuba et surtout par l'Algérie. Aux États-Unis, dans l'affaire du Capitole, un tribunal autorise la transmission au Congrès de documents de Donald Trump. L'ancien président américain s'était pourvu en justice pour bloquer la divulgation de documents de la Maison-Blanche qui pourraient éclairer sur son rôle dans l'attaque de ses partisans sur le Capitole en janvier dernier. Les détails avec Souhila Akilal. Tout porte à croire que les efforts que fournit Donald Trump pour freiner la progression de l'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole du 6 janvier dernier par ses partisans pourraient être vains. Un tribunal américain a autorisé la transmission au Congrès de documents liés à cette attaque inédite. La juge fédérale a estimé, je cite, que la Cour soutient que l'intérêt du public exige de répondre favorablement au vœu conjoint des branches législatives et exécutives d'étudier les événements qui ont mené au 6 janvier. Les avocats du milliardaire ont déjà fait part de leur souhait de faire appel de cette décision. L'ex-président américain Trump souhaitait empêcher la diffusion à la commission d'enquête de la Chambre des représentants, assemblée contrôlée par les démocrates, d'un nombre de documents incluant les listes de personnes ayant pris contact avec lui le jour de l'attaque du Capitole. Pas moins de 770 pages de documents comprenant des dossiers de son ancien chef de cabinet Mark Meadows, de son ancien conseiller principal Stephen Miller et de son ancien conseiller adjoint Patrick Philbin. Le milliardaire républicain qui avait notamment invoqué le droit de l'exécutif à garder certaines informations secrètes voulait éviter la publication du journal quotidien de la Maison-Blanche, incluant un compte-rendu de ses activités, voyages, briefings et appels téléphoniques. D'autres documents compromettants figurent parmi la liste que Trump voulait dissimuler, notamment des mémos adressés à son ancien attaché de presse, Kayleigh McEnany, une note manuscrite sur les événements du 6 janvier, ainsi qu'un projet de texte de son discours lors du rassemblement Save America qui a précédé l'attaque. La commission d'enquête parlementaire cherche à obtenir des témoignages qui pourraient évoquer ce que le président savait de l'assaut avant qu'il ne se déroule et de sa réaction après l'événement.
Le fondateur et directeur général de Tesla, Elon Musk, a vendu pour environ 5 milliards de dollars d'actions après avoir annoncé ce week-end qu'il envisageait de se séparer de 10% de ses titres. Une décision prise par le milliardaire afin de payer ses impôts. Elon Musk, qui avait justement publié un sondage sur Twitter pour s'enquérir de l'avis de ses followers quant à la vente de 10% de ses actions Tesla afin de payer ses impôts. 3,5 millions de votants ont répondu favorablement. Avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures, l'Algérie envisage de relancer de nouveaux projets avec ses partenaires étrangers, d'autant que toutes les conditions sont réunies pour effectuer des investissements bénéfiques pour tous les parties. Plus de détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Après 4 années de stagnation, l'Algérie relance les investissements internationaux dans les secteurs gaziers et pétroliers, tout en lançant une campagne internationale visant à promouvoir les contenus de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui porte plusieurs avantages pour les opérateurs étrangers souhaitant investir dans le domaine pétrolier et gazier dans le pays. Selon la nouvelle loi des hydrocarbures, l'Algérie envisage d'ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération avec tous ses partenaires et d'assurer un climat adéquat aux investisseurs, de le rendre plus attractif à l'investissement et au partenariat. Le nouveau cadre législatif algérien intéresse les partenaires traditionnels de l'énergie, même avant la publication de nouveaux textes de loi. De nombreux investisseurs expriment leur volonté pour lancer de nouveaux projets dans un contexte international motivant. Cette nouvelle loi encourage les investissements étrangers et donc on pense et on souhaite un renforcement des investissements étrangers en Algérie. Et donc on veut utiliser tous les moyens, nous aussi de notre côté, pour se renforcer, garder notre présence et la renforcer ici en Algérie grâce aussi à cette nouvelle loi qui nous permet d'être bien compétitifs dans le pays. Soutenue par la hausse des prix de pétrole et des prix records du gaz, l'Algérie met en place la nouvelle loi des hydrocarbures sous le viseur de ses nouveaux partenaires dans le secteur énergétique permettant au pays de dynamiser ses exportations en hydrocarbures, d'une part, et contribuer à la réalisation d'une transition énergétique, d'autre part. Pour la réalisation du nouveau projet d'exploitation du gisement de fer de Rar Djebilet, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a invité les opérateurs économiques turcs à collaborer avec les entreprises algériennes pour investir dans le domaine. On l'écoute. À cette occasion, je voudrais encourager les entreprises turques à participer au développement des minerais de fer en Algérie, essentiellement la minerai de Rarjbilet qui regroupe 3 sites miniers qui sont concernés par les phases d'exploitation de ce gisement, dont celle localisée à l'ouest pour une superficie de 15 000 hectares et le centre pour 18 000 hectares et à l'est de Rarjbilet pour 7 000 hectares. De ce fait, la superficie globale est estimée à 40 000 hectares. La minerai de Rarjbilet est dotée d'un énorme potentiel pour l'exploitation du fer en brut. Nous encourageons les entreprises turques à participer en force dans ce domaine à travers l'échange des expériences et le développement des entreprises dans le cadre de l'exploitation et l'exploration. Et on va continuer à parler hydrocarbures avec le Salon professionnel international des hydrocarbures et de l'énergie en Afrique et en Méditerranée qui se poursuit à Oran. Cet événement phare est tant attendu par l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie aura essentiellement porté sur l'avenir des hydrocarbures au niveau national et régional dans le cadre d'un modèle de transition énergétique plébiscité par le gouvernement algérien. Khaireddine Battash. La transition énergétique au cœur de la grand-messe de l'énergie et des hydrocarbures en Afrique du Nord, au tombé de rideau de la 10e édition du Salon international, dédié justement au secteur. Pour débattre du futur des énergies fossiles et des énergies renouvelables dans la zone nord-africaine, figuraient les différents responsables algériens du secteur, les dirigeants des principales majors du marché national et régional, mais également un panel d'experts internationaux. L'APEC 2021, qui s'est mis à l'heure de la COP26, cristallise 2 objectifs principaux, à savoir décarboner le secteur de l'énergie à l'horizon 2050 et passer à un modèle de mix énergétique. Diminuer un peu de la part du gaz dans les activités quotidiennes et aller crescendo vers des projets plus ou moins importants
et de telle sorte à arriver vers les années 2000. Moi je reste réaliste vers les années 2040 où il y aura un certain mix équilibré entre les énergies vertes et le fossile. Même si tout au long de la 10e édition, les experts nationaux et internationaux étaient unanimes sur l'urgence d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique en Algérie, ils ont tout de même affiché quelques divergences quant à la feuille de route à mettre en place pour favoriser l'émergence de ce modèle au vu du potentiel et de l'attractivité du marché national des hydrocarbures qui s'est renforcé par la loi 1913, lui conférant une meilleure compétitivité. Vous avez une sorte d'une assiette fiscale de tous les projets qui tourne autour des 60%. Pour l'Algérie, c'est 80%. Clôture en apothéose du 10e salon APEC 2021 qui a été rehaussé par la présence de pas moins de 400 participants venus de 40 pays. Nouveau souffle au sein de la diplomatie algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté auprès des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes quant aux nouveaux défis à relever pour la diplomatie algérienne. Le ministre des Affaires étrangères précise la nature de ces défis qui sont d'ordre politique, stratégique et économique. La politique extérieure est partie intégrante de l'affirmation de la place, du rôle et des intérêts de l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie a des intérêts moraux, matériels, stratégiques, politiques, économiques, sociaux. L'Algérie a une importante communauté à l'étranger. Elle se doit de la promouvoir, de la défendre, d'être proche de cette communauté. Comme le discours du président en a marqué nettement l'orientation à l'adresse des ambassadeurs et des consuls de la République algérienne. Et donc, cette conférence est un moment important de recapitalisation de l'expérience acquise, mais aussi de projection et de redéploiement sur l'avenir. Avec la Hongrie, c'est un pays ami avec lequel nous avons des relations traditionnelles d'amitié et de coopération. C'est un pays qui nous a soutenus durant la lutte de libération, donc ça c'est très important. Et c'est un pays qui apporte également un appui au renforcement des capacités à travers l'offre de bourses annuelles. On a 100 bourses du gouvernement hongrois pour l'Algérie. Il y a actuellement quelques 300 étudiants algériens en Hongrie dans des grandes universités. Donc ce pays-là se distingue par sa croissance accélérée, notamment dans le domaine de l'innovation et de certains domaines à forte valeur ajoutée qui est très recherché en Algérie, à savoir dans le domaine des ressources en eau, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du numérique, dans le domaine pharmaceutique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 13h. Excellente soirée sur Al24 News. À demain.